J'entends des regards que vous croyez muets. Dans l'ivresse aujourd'hui, quelques extraits d'Arnaud Catherine. Et pour commencer, l'introduction. Je passe mon temps à voler des gens, dans le métro, dans la rue, au café, sur la plage, pour une obscure raison que je traque tantôt avec succès, tantôt vainement. Mon regard s'arrime à une femme, un homme, un adolescent, une enfant, un groupe, un couple. Voler des gens. Voler des gens pour écrire leur vie qu'on ne connaît pas, pour leur inventer une vie. Voilà ce que tente de faire Arnaud Catherine dans ses textes courts. Voilà des textes qui, en tentant de voler d'autres personnes, d'en faire des personnages de fiction, en leur inventant une nouvelle vie, en arrivent à toucher l'intime de l'auteur. Parce que la vie qu'ils leur inventent n'est pas leur vie à eux, mais quelque chose de la vie de l'auteur, et quelque chose de la vie du lecteur aussi, quand il découvre ces textes. Parfois, ça marche pas très bien. Les textes sont alors très courts et on constate que cet autre qu'on a vu, dont on a cru qu'il pouvait nous parler sans nous parler pour de vrai, ben non, on n'en fera rien. Et d'autres fois, il se passe quelque chose. Comme par exemple, dans cette scène de la vie quotidienne, le fils du boulanger, dans un village provençal, où l'auteur est sans doute en vacances. Le fils du boulanger a changé. Il y a encore 2 ou 3 ans, il se tenait derrière le comptoir, presque collé à son père. Aujourd'hui, du haut de ses 16 ans, il officie seul en caisse. Tout en lui s'est dessiné. La coiffure courte qu'il discipline avec du gel, la couleur uniformément caramel de son buste musclé, son Marcel de Grand, son visage sérieux. Ses doigts tapotent avec la dextérité de l'habitude sur la calculatrice que le boulanger a enveloppée d'un film plastique pour éviter que des miettes ne viennent bloquer les touches. Bien sûr, il n'est pas encore un homme. Regard fuyant, 5 ou 6 poils de barbe au menton, pas suffisamment pour qu'il juge utile de se raser tous les jours. Je dis que je viens chercher une commande et je donne le nom de la maison. Depuis combien d'années ce garçon travaille-t-il tous les matins de juillet à septembre? Son père lui donne certainement de l'argent de poche en échange de ses services qu'il va dépenser lors des fêtes votives qui jalonnent l'été. Entouré de quelques potes, il sirote une bière. On a accroché sur la place du village des guirlandes de guinguettes aux ampoules multicolores. Table de banquet et banc en bois. Un groupe sur scène enchaîne les tubes. Le chanteur bat des bras et lance des allées entre 2 refrains. Les uns dansent, les autres regardent. Tel le garçon qui n'oserait pas se risquer sur la piste. La seule chance qu'il a d'attirer le regard d'une fille, but ultime on s'en doute, c'est d'adopter une pose nonchalante. Il observe ses parents se dandiner et il a un peu honte d'eux. Son père ne va pas tarder à rentrer. Il se lève trop tôt pour pouvoir s'attarder. Le garçon boit par petites gorgées comme pour ne pas avoir à recommander. Il remarque cette famille modeste qui a fait le déplacement, habillée de frais pour les hommes, maquillage appuyé et robe des grands soirs pour les femmes.
Ils restent entre eux, toutes et tous un gobelet à la main. Ils ne se verraient pas entrer dans la danse, eux non plus. Ils ont dîné tôt, se sont promis de faire la fête, mais se cantonnent au final à observer la joie des autres, comme un continent dont ils s'aperçoivent qu'il est impossible à rejoindre. Le garçon avise le stand de tir, vérifiant où en sont ses copains. Il n'a aucune envie de les rejoindre, car il a repéré 2 adolescentes, dont une rousse étincelante. Elle porte une jupe à fleurs qui dessine son cul adorable. Quand elle sourit, 2 fossettes irrésistibles illuminent son visage. Ses seins doivent être beaux. Il en imagine l'ovale dans le creux de sa paume, ses lèvres sur les mamelons clairs, et puis il arrête d'y penser car il sent le désir poindre dans son caleçon. La fille ne craint pas de danser, elle, les démons de minuit en l'occurrence. Le garçon voit bien la connivence exclusive qui lie les 2 amies, parisiennes c'est sûr. Il doute de pouvoir entrer dans le champ de vision de la rousse, et quand bien même elle poserait ses yeux sur lui, elle le prendrait pour un plouc, pense-t-il. Il vérifie le pli de sa chemise au-dessus de la ceinture. C'est la seule qu'il ait, et elle commence à le serrer. Il en a retroussé les manches pour ne pas ressembler à un enfant de chœur. Pour autant, il sent que quelque chose cloche, et il n'a pas la clé. Il se sent déguisé. Son corps n'est pas en question. Il fait suffisamment d'abdos et de pompes pour pouvoir s'en enorgueillir. C'est autre chose, mais quoi? Ni ses parents ni ses amis sauvageons ne sauraient lui prêter main forte, si bien qu'il est transparent pour la rousse. Elle repartira sans avoir soupçonné une seconde son existence. Cœur serré sous la poitrine et poitrine serrée sous la chemise. Il songe brusquement à l'éventualité qu'elle débarque un matin à la boulangerie avec sa mère. Ce serait terrible. Mais non, elle a autre chose à faire, comme lézarder au bord de la piscine avec sa copine en discutant des mecs du lycée dont elles suivent les stories sur Insta. Le garçon est impatient d'avoir son bac. Il compte postuler pour une bourse et se casser de ce village anxiogène. Son silence, écrasé par la chaleur, est tout juste interrompu par les touristes qui se repaissent du village typiquement provençal, mais ne font que passer, contrairement à lui qui est coincé ici. Aix le tenterait bien, Marseille l'effraie, trop grand, mais Aix, pourquoi pas? Le fils du boulanger me tend la commande, je paye, et reconnais dans ses yeux, lorsqu'il me rend la monnaie, une mélancolie qui n'a pas dit son dernier mot. Et le lecteur reconnaît sans doute la mélancolie de l'auteur lui-même. Et il reconnaît le lecteur, et je reconnais ma propre mélancolie. Et moi aussi, vous aussi peut-être, moi aussi, j'entends des regards que vous croyez muets.